ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde et à toutes les familles qui sont en train de nous suivre, mais aujourd'hui particulièrement à toutes les femmes qui sont en train de prendre leur temps de nous suivre dans ces plateaux Livres Inspirés. Nous sommes très heureux d'être encore chez vous dans vos maisons pour ces nouveaux numéros de Livres Inspirés. Comme aujourd'hui, c'est le mois de femmes, on peut appeler ça comme ça, et aussi je suis en train de dire joyeuses fêtes à toutes les femmes. Mais aussi aujourd'hui, dans ces plateaux, nous avons l'honneur de recevoir une femme, une servante de Dieu avec qui nous allons partager ce plateau. Il s'agit de la sœur, la servante de Dieu, Stéphanie Mukuna. Comment vous allez? Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, pasteur. Je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ces mois de mars. C'est réciproque. Heureuse d'être au milieu de vous. Ok, cette émission Livre Inspiré vous a reçu, vous avez eu le temps peut-être de suivre ça. Et quelle est votre impression par rapport à cette émission Livre Inspiré? J'apprécie beaucoup l'initiative. De nos jours, il est difficile de voir notre génération mettre en avant-plan la lecture. Et la lecture, pas seulement de la Bible, mais d'autres ouvrages aussi. C'est vraiment une initiative qu'il faudrait encourager, propulser et même de manière générale étendre ça dans d'autres pays afin que plusieurs soient impactés par cette initiative. Vraiment, vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous suivre, nos téléspectateurs, peut se poser des questions en disant c'est qui, servante de Dieu, Stéphanie? On voulait juste une brève présentation. Je sais que c'est difficile un peu de se présenter, mais pour nous, c'est un peu un effort de permettre que ceux qui nous suivent, en fait, de vous connaître, se familiariser avec vous. Voilà, je suis Stéphanie Mukuna, le nom de mon époux. Je suis femme, épouse, comme vous venez de le constater. Je suis mère de 2 enfants. Je suis servante de Dieu et je suis coach en développement personnel. Voilà, c'est un peu Pierre-moi, entrepreneur aussi. J'ai une petite boutique à côté. Voilà, c'est un peu ce que je suis. Ok, nous allons commencer avec cette citation. Je demanderai cette citation qui vont être balancées. Cette citation dit ceci: tous les miracles, tout le miracle n'arrive pas seulement dans les campagnes d'évangélisation, le festival de guérison, les réunions de puissance, mais tu peux aussi être guéri en étant dans un autre lieu, tenant entre les mains la Bible, les livres d'un homme ou encore en train de suivre le message télévisé et soudain la guérison du cœur s'accomplit. Quel est votre commentaire par rapport à cette citation? Alors, c'est une merveilleuse citation. J'aime une chose dans cette citation, c'est qu'elle ne limite pas la guérison, le miracle, à un domaine physique. Elle va au-delà, elle va même dans un domaine émotionnel intrinsèque. Et j'apprécie aussi qu'elle n'enferme pas le mouvement de Dieu juste dans un domaine précis. Évangélisation, église, mais ça peut être par un livre. Car Dieu peut utiliser les moyens qui lui plaisent afin d'atteindre une personne. Ainsi, nous revenons à ce que vous venez de dire tout à l'heure, à l'initiative que vous avez prise de mettre en avant-plan la lecture, qui peut être aussi un moyen par lequel Dieu peut nous atteindre dans notre chambre, dans un bus en train de lire un livre, je ne sais où. Dieu peut passer par là pour nous faire atteindre une guérison totale. Pas simplement un estropié, mais aussi un cœur peut être transformé, une trajectoire d'une destinée peut être transformée simplement par une lecture. C'est une magnifique citation qui m'a beaucoup béni. Ok, je vais revenir parce que nous parlons de la lecture. Oui. Parlons de la lecture, mais vous êtes aussi une lectrice, que je suis aussi amoureuse aussi de livres. Je vais reposer cette même question que je pose d'habitude. Quel est le dernier livre que vous avez lu en dehors de la Bible? Le dernier livre que j'ai lu, que je lis même actuellement, c'est Critical Thinking de Laura Elder et de Richard Paul. Ça parle, c'est un guide qui aide des individus à pouvoir changer un peu leur manière d'approcher la vie, d'aborder la vie, de réfléchir. Car eux-mêmes disent, lorsque vous pensez différemment, vous pouvez même impacter le changement de votre vie, le cours de votre vie. C'est un livre que j'avais déjà lu et que j'ai décidé de relire parce que j'avais remarqué que je commençais à perdre certaines notions et j'ai recommencé à lire. Vous êtes une femme et vous aimez aussi lire. Beaucoup. Je pourrais dire par exemple une femme qui est en train de suivre, qu'est-ce qui a fait que vous commencez à lire en tant que femme?
Ouf, mon amour, mon histoire avec la lecture date de longtemps. Ma mère était une très bonne lectrice, elle est une bonne lectrice. Elle passait souvent l'après-midi en train de lire des livres, c'était des livres chrétiens. Et lorsque je la voyais, elle m'inspirait. Et après, quand j'étais en 4e secondaire, on m'a demandé de lire un livre de Victor Hugo qui a vraiment impacté mon désir de lire des livres. Et c'est de là que c'est parti. Ensuite, les études, et on fait des études qui exigeaient que je puisse lire régulièrement des livres. Ça me permettait de voir, de rencontrer des auteurs que j'ai jamais vus, mais de connaître leur perspective, leur manière de voir les choses. Et c'est de là qu'est vraiment partie cette aventure et cet amour pour la Vous lecture. savez, parfois les gens ne comprennent pas, ne savent même pas et oublient même, c'est que les livres peut-ils bénir ou guérir la vie d'une personne? Oui, je suis un témoignage. Lorsque je me suis convertie, je parlerai de blessures intérieures parce que c'est une guérison de laquelle Dieu m'a sortie. Je suis tombée sur un livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. Je crois que plusieurs le connaissent. Et en lisant ce livre, j'ai développé une relation intime avec le Saint-Esprit. Et c'est là, par ce livre, que j'ai commencé à découvrir certaines failles que j'avais dans la vie à cause juste simplement de ces blessures intérieures. À travers ce livre, j'ai commencé à lire et plus tard, j'ai lu un autre livre, Comment guérir le parcours d'un leader, comment guérir de ses blessures intérieures. Par ce livre, j'ai commencé à faire des exercices et j'ai été guérie de certaines blessures qui ont été causées par le décès de mon père et d'autres événements dans la vie, juste par un livre. Personne ne m'a rencontré, j'ai juste lu un livre et ma vie a été transformée. Et la vie a été transformée juste par la lecture. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans le mois de femmes, je peux appeler ça comme ça, mois de mars, nous avons un thème particulier que nous allons aborder aujourd'hui avec la servante de Dieu Stéphanie. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la femme qui lit est-elle une femme dangereuse? Wow. C'est un thème important. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on a toujours tendance à essayer de rapprocher, quand on parle le mot genre, que ça doit toujours avoir cette signification de la femme. Quand on parle de genre, on parle de femme. Mais on n'a pas toujours le tendance à dire que quand on parle de la lecture, c'est toujours rapproché aux hommes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'elle puisse en parler un peu de la lecture au féminin. Servant de Dieu, vous savez, en 2006, c'est Laure Adler qui avec Stéphane qui ont publié un livre. Ce livre intitulé, c'était Les femmes qui lisent sont dangereuses. Et aussi, les deux ont essayé un peu de retracer une histoire illustrée de la lecture du 18e et 19e siècle. C'est là, dans cette analyse, montre que comment la nature de la lecture anticipe et reflète en même temps le changement de statut de femme. Cependant même, la lecture a été vue comme une activité dangereuse pour les femmes justement parce qu'elle leur permettait de s'évader de leur simple vie de mère et d'épouse. Mais on a compris aussi que dans cette analyse, la force de la littérature, c'était la puissance émancipatrice. Partagez-vous cette merveilleuse pensée? Je suis pratiquement du même avis, je partage cette pensée. J'ai constaté, en lisant différents ouvrages, que dans les années précédentes, on voulait enfermer la femme dans un sorte de box dans lequel elle devait rester, avec un style de vie qui était déjà déterminé par l'autre genre, parce que comme vous venez de dire, le genre n'est pas que féminin, c'est masculin aussi. L'autre genre a voulu maintenir la femme dans ce box. Une femme qui n'est pas instruite, une femme qui ne connaît pas les différents aspects des actions qu'elle prend ou bien qu'elle pourrait prendre. On a voulu la limiter. Et ça fait que pendant plusieurs années comme ça, nos arrière-grand-mères n'ont pas été exposées à ça. Et ça causait un style de vie qui était limité. Limité à être une épouse lorsqu'elle naissait. En grandissant, on apprenait à chaque femme, vous devez apprendre à préparer, apprendre à prendre soin d'une maison, apprendre à prendre soin d'un homme. Mais à aucun moment, on ne demandait à la femme d'apprendre à prendre soin d'elle-même en tant que personne et aussi en tant qu'un être intellectuel. Et ça a gardé la femme casée. Avec le temps, dans ce même livrage que vous avez lu, que j'ai essayé de survoler, j'ai constaté, ils ont fait quelques études, et vous constatez qu'à travers la lecture, la femme a commencé à avoir une autre approche de la vie. Et c'est là
que je pense la pensée de dangereuse est venue. Ok. Dangereuse parce que elle était en mesure maintenant de sortir de ce box dans laquelle on l'avait mise. Elle était capable maintenant à son tour de prendre des décisions en étant consciente de tous les paramètres qui pouvaient influencer sa décision. Et oui, par rapport à cette pensée, je pense que la femme qui lit est dangereuse parce que ça lui permet de ne pas se laisser définir par d'autres personnes, mais à découvrir son potentiel et à le mettre à la disposition de tout le monde. Allons-y seulement dans cette analyse. Aujourd'hui, on voudrait seulement avoir vos opinions aujourd'hui. Dans les sociétés traditionnelles et de nos jours, dans certains pays, la jeune fille doit rester à la maison, se marier plus tard, fonder des foyers, mais pas aller à l'école. Pourquoi? Je pense que c'est aussi culturel. Par exemple, je parlais précisément de ma tribu. Je suis d'une tribu dans laquelle l'homme prend le dessus de la femme. L'homme est en priorité. Lorsque les parents ont des moyens, la première personne à qui ils pensent pour envoyer à l'école, c'est un enfant, c'est un garçon. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils pensent que l'homme a la capacité de mieux travailler sur ses capacités et plus tard assurer la relève de la famille. Et la femme est un peu marginalisée. Pourtant, c'est triste. Vous verrez certaines familles dans lesquelles il n'y a eu que des femmes. Et c'est ces femmes qui ont assuré la relève de la famille. Je donnerai l'exemple de mon grand-père maternel. Il n'a eu que 6 filles. Et ces 6 filles aujourd'hui savent se prendre en charge. Il aurait investi qu'en des garçons, ou bien les garçons du quartier, parce qu'il n'avait que des filles. Aujourd'hui, sa relève n'aurait pas été assurée, son enterrement n'aurait pas été fait. Pourtant, ce sont ces femmes qu'il a éduquées, qui sont allées à l'école, qui occupent des grands postes aujourd'hui dans certaines sociétés, qui ont permis qu'il puisse même assurer sa relève et même perpétuer son nom. Donc, je ne suis pas d'avis avec les personnes qui veulent marginaliser ou bien privatiser le domaine scolaire ou estudiantin simplement aux gens. On peut dire qu'en tant que femme, faut pas tenir la femme loin des enseignements, loin des instructions, loin des livres qui inspirent les hommes. Totalement, je suis de cet avis. Je ne pense pas qu'il faudrait empêcher à la femme de découvrir d'autres aspects de la vie dans laquelle donc, une question, acquérir du savoir par l'enseignement, par la lecture de livres, est-ce que c'est une mauvaise chose pour une femme? Acquérir, vous disiez, pasteur? C'est-à-dire acquérir du savoir par l'enseignement, par la lecture de livres, est-ce que cela est mauvaise pour une femme? Parce qu'on est en train de sentir ça de l'ancien temps, et même aussi de nos jours, ça continue. Oui. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis une femme, j'ai acquis de la connaissance par des études, j'ai acquis de la connaissance par de la lecture. Je ne pense pas que ça m'a tuée, ça m'a dénaturalisée. Je suis épouse, je suis sœur, je suis fille. Ça n'a pas changé la personne que je suis. Ça m'a au contraire permis d'être une meilleure personne pour ces personnes qui m'environnent. Donc je pense que priver la femme de la lecture, c'est la priver de vous offrir le meilleur potentiel qu'elle a au fond d'elle. Celui qui permet à une femme de découvrir ce qu'elle est par la lecture ne fait que s'aider au fait, ne fait qu'aider la société parce qu'elle va perpétuer cette connaissance en l'enseignant à ses proches, à ses enfants et en soutenant son mari si elle va se marier par ces connaissances qu'elle a. Donc je ne suis pas totalement d'avis. Entrons un peu de la profondeur. Quel est selon vous les bons et les mauvais côtés d'avoir une femme qui sait lire ou une femme instructive? Il y a deux côtés, et là je m'adresserai aussi à la femme. Je commencerai par le mauvais côté. Le mauvais côté de la femme instruite, c'est qu'actuellement j'ai constaté que nous femmes qui sommes instruites avons tendance à nous mettre en compétition contre l'homme. C'est ça le mauvais aspect. Aller faire la quête de la connaissance afin de prouver au monde que je suis meilleur qu'un homme, je peux faire mieux que lui et je veux m'affirmer, je veux l'effacer, je veux qu'on ne voit que le genre féminin. Ça, c'est le mauvais côté de la lecture, c'est lire non pas pour soi, mais lire contre quelqu'un d'autre. C'est ta vie, je ne suis pas... C'est comme une rivalité. C'est comme une rivalité contre l'autre genre, voilà, s'affirmer. C'est vrai qu'il y a certains hommes qui ont voulu marginaliser la femme, mais ce ne sont pas tous les hommes qui marginalisent la femme. Et quelquefois, il y a des victimes. Je ne t'ai jamais attaqué, mais tu te bats contre moi
pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ce sont peut-être des blessures d'intérieur, ce sont peut-être un parcours avec lequel ces personnes se trimballent et veulent le faire subir à d'autres personnes. Ça, c'est le côté dangereux, d'aller dans la quête de mieux connaître. J'en connais qui cherchent à connaître plus, à découvrir un peu plus, à faire de plus grandes études pour prouver que je suis meilleur qu'un homme. Et ça, c'est le côté dangereux de la lecture. Avant qu'elles puissent aller dans le bon côté, Oui. est-ce que cela ne peut pas arriver à faire de femmes des orgueilleuses ou qui peut-être être instruites et être humbles? Oui, oui, ça peut les rendre orgueilleuses. Orgueilleuses dans le sens où elles se surestiment. Ok. Avoir un complexe de supériorité, se croire supérieur parce que on croit qu'avoir lu beaucoup de livres, avoir beaucoup de connaissances fait de nous des personnes meilleures. Or, je ne pense pas que c'est lire qui rend une personne meilleure, mais c'est ce qu'on fait de la connaissance qu'on a qui nous rend meilleurs. Est-ce que nous utilisons à bon escient cette connaissance? Si c'est le cas en ce moment, la lecture est bonne. Mais si ça nous emmène dans l'autre aspect, dans l'autre paramètre, dans ce cas-là, je ne suis pas d'avis. Ok. Pour revenir au bon côté, le bon côté de la lecture de la femme lui permet de vivre la raison pour laquelle elle existe sur Terre. Parce que je crois que chacun d'entre nous, étant servant de Dieu, a été créé pour un but et pour un objectif. Et en découvrant, ça peut être par une conversation, par un livre, en découvrant qui on est, par un livre, on peut découvrir différents aspects de notre appel, de notre destinée, de notre vocation. Et cela nous permet d'être plus efficaces et plus effectifs dans notre appel. Pour cela, je dirais que la lecture est une bonne chose pour la femme et peut la rendre meilleure. Voilà. J'aimerais peut-être revenir un peu sur l'aspect qu'on veut dire. Alors, lorsque nous sommes dans le mauvais côté que vous êtes en train de Oui. parler, c'est là maintenant qu'on parlera aussi de notre aspect de dangereux de la femme. De la femme. Le fait que la femme qui est allée à l'école, la femme instructive, devient un peu en fait, vouloir un peu devenir un peu surhumain, si je peux dire ça comme ça, en vouloir un peu rivaliser l'homme. Est-ce que c'est là qu'on peut parler des dangers d'une femme C'est dangereux par rapport à ce par rapport à contexte. ce contexte? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux, pas que pour l'homme, mais c'est dangereux pour la femme. Parce qu'elle se fait plus de mal à elle-même. Vous savez, lorsque vous êtes tellement focalisé sur votre ennemi, vous n'avez plus le temps de focaliser sur vous-même et de vous développer. Lorsque vous ne voulez que vaincre votre ennemi, toutes les armes que vous avez, vous ne savez pas bien les utiliser et bien les forger. Parce que vous êtes focalisé sur une seule chose, tout ce que j'ai entre les mains, c'est pour le mettre à terre. Et c'est là le côté dangereux. Vouloir prendre tout ce qu'on a afin simplement de détruire l'autre. En ce moment, on ne se fait pas du bien à nous-mêmes parce qu'en réalité, on s'écarte même de notre objectif qui est de se découvrir et de déployer son potentiel. Ok. Il y a encore une autre question que j'aimerais qu'on puisse encore aller, c'est que l'homme, je pourrais parler un peu des hommes, l'homme est-il égocentriste? Oh, je peux parler ça de égoïste, même, c'est-à-dire qu'il essaie un peu de profiter de l'ignorance de la femme afin de continuer toujours à lui cacher de bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est égoïste lorsqu'il cache les bonnes choses à la femme afin qu'il lui soit le seul à connaître? Oui, je dirais oui. Mais pour là, d'abord, j'aimerais préciser aux téléspectateurs que lorsqu'on parle d'hommes et de femmes, on ne parle pas d'un époux et d'une épouse. Là, on parle d'une femme en tant qu'étudiante, en tant que fille, c'est la femme dans son intégralité et c'est l'homme dans son intégralité. Parce que sinon, certaines personnes penseront qu'on est en train de vous mitiger pour que la femme se lève contre son mari, alors que l'ordre de priorité dans le mariage est différent que dans la vie courante. Alors, pour revenir à la question, l'homme qui prive à la femme la connaissance, je pense qu'il est égoïste. Parce qu'il ne devrait pas... il n'a aucune raison d'empêcher à quelqu'un d'autre d'avoir le trésor qui est à tous, qui est dédié à tous. Lorsque le trésor est public, il est à tout le monde. Vous ne pouvez pas le privatiser. Le privatiser, c'est être égoïste. C'est vouloir que tout ne soit que pour vous-même. Et la seule raison de discrimination ne devrait pas être que le genre. Sinon, si vous voulez le priver, alors privez-le à votre frère, privez-le à votre fils, privez-le à tous qui vous sont proches. J'ai une question. Est-ce que la femme qui a tellement... on peut voir, je parle par exemple dans un couple, où on trouve que la femme a fait
plusieurs études et que l'homme a peut-être n'a pas eu vraiment pas avoir plus de la grâce peut-être d'arriver jusque-là. Est-ce que là on peut dire que c'est aussi un déséquilibre lorsque la femme par exemple est licenciée et que l'homme est gradué? Est-ce que là on peut dire que c'est un déséquilibre? Ça pourrait être un déséquilibre. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le, la licence, le master, le doctorat ne feront pas une personne intelligente. Ok. Vous pouvez avoir une personne qui est graduée, qui est de loin avancée dans sa compréhension par rapport à une personne qui est licenciée. Donc déjà, d'emblée, je voudrais dire que la différence en grade ne devrait pas complexer qui que ce soit. Mais bien au contraire, les compétences que nous avons. Et dans un couple, si l'épouse est plus avancée dans les études, est plus évoluée, bien plus exposée à la lecture que l'homme, il est de la responsabilité de cet homme de ne pas étouffer cette femme. Sinon, on revient maintenant à l'inverse, dans cette bataille dans laquelle l'homme vient en bataille contre la femme parce qu'il a un déficit. Mais au contraire, ça devrait le pousser à se développer, à faire plus de recherche afin d'être au même niveau que son épouse. De même pour l'épouse, lorsque le mari est avancé, il est important aussi que la femme, à son tour, élève son niveau pour que le couple soit équilibré. Il y a encore une autre question et que qu'est-ce que la femme instruite qui est allée à l'université ne devrait pas faire pour continuer à bénéficier de la confiance de l'homme? À bénéficier de... Je voudrais dire ça autrement. Qu'est-ce que la femme instruite, la femme qui a fait 2 études, qui est allée à l'université, ne devrait pas faire pour continuer à bénéficier de la confiance de son mari ou de l'homme? La femme qui a étudié, parce qu'on a tendance à voir que la femme qui a étudié, qui a tellement de la connaissance, fait peur parfois aux hommes. Qu'est-ce que maintenant la femme, cette femme-là qui a tellement de l'intelligence, qui a tellement fait des études, doit faire pour continuer toujours à avoir la confiance de l'homme? Je dirais juste une chose. Je pense que la femme qui est instruite, qui est avancée dans ses études, dans sa connaissance, a le devoir et la responsabilité de préserver son cœur. Lorsque notre cœur commence à s'attacher à nos avoirs, c'est pas que physique, hein, ça peut être intellectuel. Lorsque notre cœur s'y attache, on aura tendance à vouloir minimiser ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas que l'époux, ça peut être nos proches aussi. Je conseillerais à cette épouse de veiller sur son cœur. Veiller à se rappeler que son savoir ne la définit pas. Mais c'est elle qui définit comment elle va utiliser son savoir. Donc il est important pour continuer à bénéficier de la confiance de son époux, parce que là on parle de l'épouse, n'est-ce pas? Il serait important de ne pas mettre en avant-plan ses connaissances. Ça peut être dans des arguments. Ah non, toi tu connais pas tel sujet, moi j'ai fait telles études. C'est déjà un signe d'orgueil. Il faudrait veiller à ce que son cœur ne s'attache pas à ces choses, mais bien au contraire, humblement, utiliser ce qu'on connaît pour aider le couple à avancer. Et parfois, par exemple, la femme étant qu'elle a tellement de la connaissance, lorsque dans un milieu où que les hommes ne connaissent pas, il a tendance à donner plus de marteau, plutôt que peut-être avoir un peu de la considération devant ces hommes qui est entré peut-être sous sa responsabilité. C'est un constat triste pour notre genre, le genre parce féminin. qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous couper la parole, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à voir qu'une femme qui a tellement une responsabilité dans le subalterne, par exemple, sont des hommes, est différent d'un chef qui est homme. Voyez? Exactement. Voyez? Parce que la femme est beaucoup plus dure lorsqu'il a certaines connaissances que l'homme qui est dans cette responsabilité. Exactement, je suis du même avis que vous. J'étais même récemment en train de lire un livre dessus, sur le leadership féminin. Il y a un handicap qu'a la femme lorsqu'elle avance dans ses études. Lorsque la femme avance dans ses études et qu'elle occupe des postes élevés, lorsqu'elle elle occupe de postes de direction, la femme, dans sa nature émotionnelle, a tendance à se laisser guider par ses émotions. Contrairement à l'homme qui est plus intellectuel, qui met plus en avant-plan son côté intellectuel. La femme, étant émotionnelle, dans sa tête, elle sait qu'elle s'est battue pour atteindre ce niveau et prouver aux gens qu'elle était capable de faire ce que les hommes sont en train de faire. Et lorsqu'elle atteint ce grade,
Elle veut tellement montrer aux hommes que j'y suis arrivée, je suis une femme, j'y suis arrivée, et elle commence à le piétiner. Mais malheureusement, il n'y a pas que les femmes qui piétinent les hommes. Elles piétinent même leurs subalternes. Et là, elle se retrouve maintenant dans une compétition avec toute personne qui est inférieure à elle, parce qu'elle a tellement été dans la quête de prouver qu'elle est capable de faire quelque chose, qu'elle commence maintenant à piétiner. Et c'est un constat vraiment triste, parce qu'actuellement, si vous allez dans différentes sociétés, que vous faites un sondage pour demander aux différents employés qui ont des dirigeants femmes, le constat sera très triste. Alors, le conseil que je donne souvent aux femmes avec qui on échange sur cet aspect des choses, c'est de fournir un effort, de mettre l'intellect et les émotions ensemble. C'est ce qui rendra cette femme forte. Au moment où les émotions voudront prendre le dessus, cette personne va réfléchir à différents paramètres et se dire non, là, ce n'est pas la raison qui me fait agir, mais ce sont mes émotions, et pourra faire taire ses émotions et mettre en avant-plan son intellect. Voilà. Oh, nous sommes tellement en train d'avancer et même d'atterrir. Souvent, je vous dis que quand nous parlons de la littérature, mais au féminin aujourd'hui, il y a toujours une bénédiction. Je voulais qu'on puisse, on est en train d'atterrir. Que direz-vous à ces femmes qui sont en train de nous suivre? Que direz-vous à ces femmes qui sont en train de suivre, par exemple, n'ont pas eu cette opportunité de faire, par exemple, de telles études, de faire par exemple, telles universités? Que direz-vous à ces femmes dont on est en train de parler aujourd'hui, qui n'ont pas accès, par exemple, aux livres, qui n'ont pas accès, par exemple, à l'instruction? Que direz-vous à ces femmes qui sont en train de nous suivre? Chère femme, je suis votre sœur. Je voudrais vous dire que l'école n'est pas le seul moyen par lequel vous pouvez découvrir votre potentiel et devenir ce que vous êtes appelé à être. Je mitige contre cette méthodologie de faire. Je vous dirais, aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la technologie, nous avons accès à des différents sites dans lesquels vous pouvez avoir accès à des livres gratuitement en PDF. Vous pouvez aller lire. Si les moyens ne vous permettent pas d'aller dans des grandes écoles, de faire des grandes études, vous n'avez qu'à aller sur Google, activer 1 giga de nuit, télécharger des livres en PDF et les lire. Ça vous permettra de vous développer. Vous savez que vous êtes commerçante, allez sur Google, faites des recherches sur les différentes méthodes, comment travailler, développer son business et avancer. Vous pensez que vous êtes musicienne, vous pouvez travailler, faire des recherches. Peu importe votre domaine, aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas les moyens pour aller tous à l'école, nous n'avons peut-être pas tous les moyens pour aller dans des études approfondies, mais la technologie nous a aidés. Nous pouvons les lire à partir de la maison, à partir d'un petit téléphone qui vous coûte peut-être 80 $, et vous pouvez avoir accès à la connaissance. Donc j'encourage la femme à lire, j'encourage la femme à se déployer, aller au-delà de ce qu'elle sait déjà faire. Si vous ne savez pas lire, vous avez peut-être une voisine qui sait lire, approchez votre frère, votre soeur afin d'apprendre à lire, à devenir à être un peu plus alphabète, et cela vous aidera dans votre marche. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en tant que sœur. C'est vraiment important pour nous aujourd'hui de recevoir une servante de Dieu qui nous parle vraiment de la lecture, de la connaissance de femmes. La connaissance n'est pas seulement exclusivement aux hommes. C'est quelque chose qui est pour nous tous, et les femmes et les hommes, nous sommes tous appelés à la connaissance. Nous sommes en train d'atterrir, et moi je vous donne rendez-vous. Il y a des livres, par exemple, si je vous donnais un peu le livre aussi de La mentalité de vainqueur de pasteur William Kibingwa, qui devrait aussi peut-être chercher et trouver cela. Il y a encore un autre livre ici de Gédéon Matondo sur les 14 bénédictions qui accompagnera notre vie de chaque jour. Il y a encore le livre ici quel est le livre ici que le docteur de Jean-Claude Nagano sur les premières choses en premier. Ce sont des livres que nous sommes vraiment appelés à lire et à lire. Donc, nous sommes en train d'atterrir. Je donnerai le mot de la fin à notre invité de ce soir. Je voudrais d'abord vous remercier, pasteur, pour l'invitation, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, pour l'initiative. Merci de poser votre pierre dans l'édifice de notre pays, l'édifice intellectuel, d'exposer la population congolaise à différents autres aspects de la vie, qui n'est pas que
WhatsApp, qui n'est pas que Facebook, qui n'est pas que Twitter. Aujourd'hui, vous nous montrez qu'au-delà de ces choses, nous devons aussi nous développer nous-mêmes. Dans une génération où tout le monde est centré sur les réseaux sociaux, juste vidéo d'une seconde, 30 minutes, vous nous montrez aujourd'hui qu'au-delà de ça, nous pouvons aussi utiliser notre temps pour lire et pour se développer et un peu mieux connaître. Ainsi, je nous encourage tous à prendre quelques minutes dans nos journées, 30 minutes, 15 minutes, lire un livre qui peut vous édifier, qu'il soit biblique, qu'il soit chrétien, qu'il soit intellectuel, qu'il soit à base de recherche. Cela vous permettra de vous développer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de livre inspiré. Donc restez bénis. La femme qui lit, est-elle réellement une femme dangereuse? On a dit que oui, c'est une femme dangereuse dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de penser. C'est vraiment une femme dangereuse, mais pas pour rivaliser avec l'homme, mais pour se découvrir en elle-même, c'est que Dieu l'a appelée. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Reste bénis. Merci beaucoup. À très bientôt. Cette émission, vous la trouverez même sur notre chaîne YouTube Livres Inspirés. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo de Livres Inspirés. Restez bénis et à bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour